Fatigue et activité physique, c'est quasiment un oxymore, hein, puisque normalement, quand on est fatigué, on se repose. Donc l'idée que l'activité physique puisse être indiquée dans la fatigue est quelque chose d'assez provoquant dans la culture médicale occidentale. C'est un sujet qui a explosé en cancérologie en très peu d'années, donc je vais essayer d'être bref pour une raison très simple, hein, c'est que si on veut faire l'exégèse de toute la littérature qui a été publiée, y compris en termes d'essais cliniques, hein, en fait il y a énormément de choses, et aujourd'hui je ne vous cacherai pas que j'ai un peu de mal à faire la veille bibliographique, et il y a énormément d'essais cliniques en gestation. Donc je vous rappellerai quelques données essentielles, mais les messages clés ne sont pas si nombreux que ça, puisque si on voulait résumer, la fatigue a pour traitement l'activité physique, c'est la seule intervention qui a un impact démontré. Une fois qu'on a bien évidemment éliminé les autres causes de fatigue, parmi lesquelles donc il faut souligner entre autres l'anémie, mais aussi les endocrinopathies, il ne faut pas oublier les hypothyroïdies chez les femmes qui ont un cancer du sein. La question après, c'est que, pour faire bref, on ne sait pas encore très bien quelle est la physiopathologie de cette fatigue, même s'il y a des choses qui commencent à apparaître, mais c'est à mon avis encore très préliminaire, et donc on ne sait pas quel est le mécanisme d'action de cette activité physique, même si là encore on a des pistes, mais je suis encore relativement perplexe vis-à-vis de toute la théorie inflammatoire dans l'activité physique. Une fois qu'on a dit ça, où allons-nous ? Et je pense que c'est vraiment ça la question, et je voudrais plus vous livrer quelque chose de personnel, qui est la réflexion de quelqu'un qui essaie de mettre en pratique l'activité physique dans un service de cancérologie. Je pense qu'il faut vraiment être très très attentif, mais je développerai ça dans quelques instants. On va vers des essais cliniques qui vont concerner un nombre limité de personnes, qui pour certains d'entre eux ne posent pas toujours les bonnes questions, parce que beaucoup de choses ont été décrites, et quand on regarde ce qui se fait au niveau international, il y a certains essais qui réinventent un peu l'eau tiède, et ça encore ce serait pas trop inquiétant, on a déjà vu ça en cancérologie, mais on va à mon avis vers une situation où l'activité physique concerne une minorité de patients, c'est un produit d'appel pour certaines structures, il faut en faire pour être à la mode, mais parti comme on est, ça va continuer à concerner une minorité de patients. Or si l'activité physique était un médicament, on en ferait prendre à tout le monde. La réalité, c'est qu'en pratique quotidienne, c'est très compliqué de faire pratiquer de l'activité physique à des seuils raisonnables à nos patients. Je voudrais brièvement revenir, parce que beaucoup de choses ont été dites sur l'incidence de la fatigue, mais il y a eu un travail français qu'on ne désespère pas de publier à l'international, qui est Regard croisé, c'était une enquête Amgen, où on retrouve des choses qui ont été montrées, hein, qui retrouvent la fatigue comme plainte fonctionnelle numéro 1, et c'est, suivant les localisations, les 2/3 à 3/4 des patients. Donc effectivement, comme ça a été déjà dit, mais il faut vraiment enfoncer le clou, la fatigue, c'est devenu la plainte fonctionnelle numéro 1 en cancérologie, devant la douleur. Alors ce qui a changé, c'est que dans Regard croisé, il y a quand même une sensibilisation des médecins et des infirmières qui commencent à reconnaître que c'est une plainte fonctionnelle qu'il est important de prendre en charge, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas très bien comment on va faire. Et vous voyez ici que ça concerne quasiment toutes les localisations, que ce soit du cancer du poumon, du cancer du sein, des cancers colorectaux ou bien sûr des hémopathies non myéloïdes. Ce qui est intéressant, c'est comme toujours la représentation de la maladie, hein, qui n'est pas la même suivant qu'on est médecin ou qu'on est patient. La fatigue, elle est attribuable pour beaucoup de patients au cancer, pardon, la chimiothérapie, pour les physiciens ou les médecins, elle est plus attribuable au cancer, et l'anémie reste quelque chose qui est mal connu, la notion d'anémie est quelque chose qui est mal connu par les patients, et c'est plus les médecins qui vont identifier l'anémie comme première cause de fatigue. Là encore, représentation de la maladie, perception de l'intensité de la fatigue, c'est assez surprenant de voir que quand on fait sur des échelles visuelles analogiques, eh bien finalement les fatigues très sévères sont méconnues par une grande partie des physiciens. Vous voyez qu'ici vous avez 16% des patients qui ont des scores à 9-10, et finalement quand on regarde l'évaluation par le médecin, on est à 3%, hein, uniquement sur des données d'interrogatoire, données déclaratives.
impérative. Donc c'est quelque chose dont l'importance est reconnue, mais largement sous-estimée. Et je glisserai rapidement là-dessus parce que l'heure tourne, ça fait partie des effets qui impactent la qualité de vie. Alors une fois qu'on a dit ça, comment ça marche? Je pense que le plus grand nombre de publications actuellement concerne l'implication des cytokines et notamment des cytokines de l'inflammation. Il y a des choses qui ont été écrites sur le TNF-alpha, sur l'interleukine 6, et il semblerait que la fatigue chronique en cancérologie soit liée à des phénomènes inflammatoires qui se traduisent par une expression anormale de ces cytokines. C'est vraiment la piste à la mode en ce moment et beaucoup de choses ont été écrites là-dessus. Il y a une très bonne revue générale sur le sujet de Julian Bauer qui vient de sortir dans Nature Reviews, qui reprend, qui détaille bien cette hypothèse. Il faut néanmoins rester prudent parce que la plupart des études sont quand même des études de taille modeste, qui demandent, à mon avis, à être étayées, et toutes ne retrouvent pas exactement les mêmes résultats. Il y a d'autres choses qui jouent. On a des polymorphismes génétiques, et il y a probablement des choses qui font que tout le monde n'est pas égal devant cette fatigue. Ça aussi, il y a très peu de publications, mais on commence à voir des publications qui apparaissent où on a fait du séquençage et on trouve qu'il y a des clusters qui prédisposent à la fatigue. L'index de masse corporelle, sans voir que c'est intéressant aussi pour l'activité physique, l'index de masse corporelle fait partie, là encore, c'est pas retrouvé dans toutes les études, mais ça fait partie des facteurs prédictifs de fatigue avant traitement. Et donc, quand on est en surpoids, on a tendance à être plus fatigué. C'est intuitivement assez logique. Il y a une masse à mobiliser. Et ça ne se fait pas comme ça. Et dans le même ordre d'idées, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres plaintes fonctionnelles, puisque ça a été montré dans les douleurs liées aux anti-aromatases. Il y a au moins une ou deux publications là-dessus. Les symptômes préexistants au traitement de la maladie ont tendance à s'amplifier lorsqu'on fait de la chimiothérapie. Et ça a été également montré pour les troubles cognitifs liés au traitement. Les troubles cognitifs liés au traitement, quand il y a une anxiété préexistante, ils ont tendance à s'aggraver. Donc finalement, on arrive en cancérologie avec ce qu'on amène et on a tendance à avoir ces symptômes qui se majorent sous chimiothérapie, en soulignant que finalement, on se demande si tout ça n'a pas un mécanisme commun sous-jacent et si ces symptômes que sont la fatigue, la dépression. Il faut insister sur le fait qu'on sait maintenant que la fatigue chronique en cancérologie n'est pas une dépression masquée. On sait qu'il y a eu des essais avec des antidépresseurs, même si c'était des très petits essais méthodologiquement contestables, ça ne change rien de donner des antidépresseurs. Mais on se demande donc si fatigue, dépression et troubles cognitifs ne seraient pas liés, ce qui arrive à un modèle relativement multifactoriel, où vous avez une intrication de facteurs liés au cancer, de facteurs autres liés aux patients et éventuellement de facteurs biopsychosociaux qui aboutissent à des perturbations biologiques dont la résultante serait des symptômes de type fatigue ou troubles cognitifs. Alors la question maintenant c'est que savons-nous? Quel est le niveau de preuve? Sur le mécanisme d'action, il y a finalement très peu de choses. Ce qu'on sait, c'est que les patients fatigués ont tendance à être dans un cercle vicieux où ils vont être de moins en moins actifs physiquement. Et c'est logique, depuis qu'on est tout petit, on est conditionné pour se reposer quand on est fatigué. Donc on aboutit à des phénomènes de déconditionnement qui vont être durs à redresser. Et il a été également montré dans certaines études qu'après traitement, le fait d'avoir des niveaux d'activité physique bas est assez bien corrélé à la fatigue. On se demande également si l'activité physique n'agit pas dans ces populations-là par le biais de l'index de masse corporelle. On sait que maintenant qu'après un traitement médical adjuvant, il y a en fait énormément de problèmes de prise de poids, notamment dans le cancer du sein. Et bien sûr, l'activité physique peut agir sur ça. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. On sous-estime l'impact purement psychosocial de ce type d'intervention. On est toujours dans une logique bioscientifique, mais on a eu une surprise quand on a fait de l'activité physique chez des patients en situation de précarité. Ça, c'était un poster qu'on avait présenté à la Masque à Berlin.
en fait, sur un tout petit effectif, des patients sélectionnés en Seine-Saint-Denis sur la base d'un score de précarité élevé avec des cancers ORL pour la majorité d'entre eux. Donc certainement pas des patients chez qui on irait faire de l'activité physique à la base, puisqu'on est un peu dans le pinkwashing et que ça concerne essentiellement les patients atteints de cancer du sein. Le fait est que c'est sûrement ces patients-là, atteints de pathologies graves et qui sont quand même plus ou moins désinsérés, qui ont peut-être le plus besoin de ce type de prise en charge. Et quand on a regardé ce qui s'était passé, on a vu deux choses. La première, c'est que les patients a rapporté une amélioration de leur score de qualité de vie, de bien-être et de fatigue. Et tout ça, c'était pas une grande surprise. Ça fait longtemps qu'on sait que l'activité physique fait du bien quand on est fatigué. Et là, on a été surpris, c'est qu'au même niveau de bénéfice, ce que nous ont dit les patients, c'est que ça leur permettait de revoir des gens et que ça recréait du lien social. Et le fait de recréer du lien social, et nous on le voit aussi sur les autres aspects d'éducation à la santé comme les ateliers nutrition, le fait de recréer du lien social remet les patients dans une dynamique entre guillemets vertueuse où ils vont de fil en aiguille reparler à des gens, se réinsérer, être dans des programmes d'éducation à la santé. Ils vont à l'activité physique, ils vont parler à leurs copains, ils vont aller à l'activité éducation-nutrition, ils vont faire enfin leur papier MDPH pour être reconnus travailleurs handicapés, et un certain nombre d'entre eux voient leur score de précarité qui s'améliore. Et ça aussi, ça joue. C'est pas des cytokines, mais je pense que ça joue, et c'est sûrement quelque chose qui est largement sous-estimé. Quoi qu'il en soit, si on doit être très bref, parce que on a quand même énormément de données. Vous avez ici ces données qui sont issues d'une référence dans le BMJ que je vous ai mis ici. Finalement, l'activité physique, c'est bon pour tout, puisque quand on pratique l'activité physique chez des patients atteints de cancer, on a une amélioration des marqueurs de qualité de vie, santé mentale, fonctionnement physique et fonctionnement social, ce que je vous disais. Et là, je vous remets cette diapo, mais ça fait vraiment redite avec ce qui a dû vous être montré dans une des présentations précédentes sur la Cochrane Review. Il y a une Cochrane Review sur le sujet. Et ben, quand on fait de l'activité physique après un cancer, on améliore ses scores de fatigue et on améliore aussi ses scores de dépression. Donc il faut le faire. Comment ça marche? Je vous disais, j'ai cherché vraiment à savoir s'il y a des données physiopathologiques. Il y en a, mais très peu. C'est très embryonnaire, sur des petites séries. Alors, il y a énormément de littérature sur le sujet, donc c'est difficile de faire le tri, mais autant que je sache, on a des petites séries sur des papiers avec des revues d'importance moyenne. Et globalement, les choses ne sont pas claires du tout. Vous avez ici ce travail qui avait été publié dans Immune Network. Alors c'est souvent des papiers qui ne sont pas forcément cancérologiques d'ailleurs. Il y a beaucoup de papiers qui ont regardé l'effet de l'activité physique sur le système immunitaire, mais peu qui ont regardé l'effet spécifique sur les cytokines en cancérologie. Et vous voyez ici que c'est pas clair du tout. Quand on regarde le TNF-alpha entre le groupe contrôle et les gens qui ont fait de l'activité physique, c'est pas évident que cette action soit médiée par des cytokines. Il y avait une petite différence sur l'interféron gamma dans cette étude, je vous l'ai épargné. Alors si on doit conclure, et je vous livrerai une conclusion très personnelle qui est issue de la pratique, c'est que la fatigue, comme je vous l'ai dit, reste sous-estimée chez les patients atteints de cancer, sous-estimée quantitativement, sous-estimée qualitativement. C'est la plainte fonctionnelle numéro 1. Nous avons un traitement, une intervention qui est efficace, qui est la pratique de l'activité physique adaptée, encadrée, et que nous ne pratiquons pas assez, donc il faut le faire. Et ça, nous avons quand même des données de la littérature qui étayent la mise en place de ce genre de choses. Maintenant, la question... les questions qui restent vraiment importantes, et je pense qu'il faut que la recherche clinique dans ce domaine atteigne une phase de maturité, c'est que faisons-nous et pour quels patients? Pour être très bref, parce que l'heure tourne, si on considère que l'activité physique, et ça je ne suis pas physiologiste du sport, mais tous les spécialistes de médecine du sport nous le disent, si vous considérez que l'activité physique est une intervention thérapeutique, mais une intervention thérapeutique, avant d'être utilisée, elle a besoin d'un diagnostic, d'une analyse et d'une prescription par un spécialiste. Donc si on reste dans des logiques, je dirais, de cocooning avec de l'activité physique qui est faite un peu à tout va, sans discernement, avec des recommandations pétries de bon sens, comme on le voit partout maintenant, marcher 150 minutes par semaine en répartissant ça dans la semaine, c'est bien, mais c'est sûrement pas suffisant chez certains patients. Donc il faut vraiment réfléchir en fonction du profil de patient. Il faut sûrement réfléchir également en fonction du profil de traitement.
Notamment, qu'est-ce qui se passe avec les chimiothérapies, qu'est-ce qui se passe avec les cytokines, et ça, on a vraiment besoin de débroussailler cette utilisation de l'activité physique en fonction du type de traitement. Et puis le dernier point, c'est les barrières à l'activité physique. Alors ça, je ne vous ai pas mis de diapo parce que c'est vraiment des travaux qui sont en cours d'être faits, donc je ne peux pas vous mettre des diapositives, mais je dirais juste deux choses. On a fait à Bobigny une étude sur les barrières à la pratique de l'activité physique dans un service qui est proactif et où les patients sont incités à le faire et où il y a une structure adaptée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a qu'une poignée de patients qui y vont. Et les barrières, elles sont multiples et elles sont absolument triviales. C'est des questions de transport, de garde d'enfants, de douleurs liées au traitement. Et dans les barrières, la première barrière, c'est la fatigue. Donc il y a un travail d'éducation du patient. Les patients nous disent « moi je suis fatigué, je ne vais pas aller à l'activité physique ». Donc il y a une question d'éducation et d'accompagnement. Et puis il y a un deuxième problème, qui est une question de prise en charge à long terme. Ça, c'est des données très préliminaires qui viennent de l'étude Nutrinet. Vous savez que l'étude Nutrinet, actuellement, il y a 150 000 personnes qui renseignent leur mode de vie sur Internet depuis quelques années. On commence à avoir quelques centaines de cancers incidents et on a une idée de l'activité physique avant et après traitement. Eh bien, il y a une minorité de patients qui augmentent leur activité physique après traitement et il y a plus de patients qui la diminuent que de patients qui l'augmentent. De surcroît, on a l'impression que les choses se tasse avec le temps. Quand on est à 1 an, les patients qui avaient augmenté l'activité physique ont l'air de moins pratiquer. Alors on est en train de travailler parce qu'il y en a plusieurs centaines, voir comment ils ont été encadrés, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques, quelles étaient leurs représentations de l'activité physique. Donc c'est vraiment un travail en gestation, mais il y a réellement cette question-là qui est qu'est-ce qu'on fait de ces patients à long terme et comment on les incite à pratiquer et à changer de manière durable leur mode de vie. Je pense que tant qu'on fera des programmes un peu cosmétiques et limités dans le temps sans suivi au long terme, je sais que c'est difficile de mettre en pratique ce que je dis, on va sûrement bloquer sur cette question-là. J'espère ne pas avoir trop tardé parce que après l'activité physique vient l'heure de l'alimentation. La nutrition, c'est aussi l'autre aspect de la balance énergétique et je vous remercie de votre attention.